Et salut à toute la grande famille du vivant, encore et toujours très heureux de venir faire une vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons nous intéresser à l'article qu'a signé Valérie Bugeaud, un article sur la prétendue, la rocambolesque, la supercherie, l'escroquerie de la fraude du nom légal. Alors avant de revenir sur son article, d'abord je voudrais recontextualiser ma rencontre avec Valérie Bugeaud, poser quelques bases et recontextualiser aussi un peu la fraude du nom, parce que tout ça sera nécessaire à une meilleure compréhension de ce que j'essaie de transmettre depuis plusieurs années. Alors, j'ai découvert le personnage de Valérie Bugeaud lors de ma conférence chez les Gilets jaunes constituants il y a quelques mois, conférence qui a été strikée pendant 24 à 48 heures. Et quand j'ai demandé le pourquoi du comment de cette censure, les Gilets jaunes m'ont affirmé que Valérie Bugeaud était furieuse que cette conférence reste accessible à tous sur leur chaîne. Cette conférence, qui d'ailleurs était relativement sourcée, parlait dans une de ses parties du lien que je faisais entre le Covid-19 et la montée du nouvel ordre mondial. C'est une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne qui s'appelle « Du Covid-19 au business 3.0 ». Et donc, quelques semaines après cette conférence, Madame Bugeaud fait une interview chez TV Liberté où justement elle reprend quasiment argument par argument les liens que je faisais avec le Covid-19 et le nouvel ordre mondial. Et puis dans cet article, elle cite une information comme quoi les actes de naissance ont pour origine les registres paroissiaux, et je la soupçonne d'avoir tiré ces informations de cette même conférence qu'elle a tant décriée. Les Gilets jaunes m'ont dit que les raisons pour lesquelles elle avait mis un droit de veto dessus, c'est que je mélangeais le vrai avec le faux, que je faisais du baratin juridique, que les conclusions que je tirais étaient dénuées de toute réalité. Et ensuite, elle a fait une affirmation qui était que l'acte de naissance ne pouvait pas être une fiducie. Alors justement, aujourd'hui nous allons parler de quatre sujets précis, afin de faciliter la réponse à Madame Bugeaud. Nous allons parler de la fiducie, du nantissement de la personne physique, de la typographie tout capital, et du processus d'identification dont elle fait référence dans son article. Avant ça, je voudrais vous dire aussi que j'ai rencontré des gens relativement haut placés à l'état civil. J'ai rencontré des avocats docteurs en droit avec un CV aussi long que celui de Madame Bugeaud, des notaires, en tout cas un notaire qui était thésard sur la fiducie, et un juriste en droit international spécialisé dans le droit humain. Ensuite, pour revenir sur la fraude du non légal, eh bien c'est un sujet qui a plusieurs décennies. Ça fait plus de 30 ans que Jordan Maxwell en parle, et donc il y a tout un tas de gens qui ont fait, pour certains, un travail colossal, et donc on va pas pouvoir balayer d'un revers de la main tout ce travail, et certainement pas, Madame Bugeaud, avec des arguments idéologiques. Ensuite, pour commencer cette vidéo, j'aimerais poser quelques bases, ou en tout cas quelques définitions qui vont nous aider à la compréhension de la suite de ce sujet, qui est la définition de la personne physique. Donc la personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. La personne, en droit, la personne physique ou la personnalité juridique sont plus définies par le droit que par la nature. Alors c'est vrai que la personne physique est une abstraction par rapport à la personnalité juridique qui, elle, est totalement fictionnelle. Néanmoins, cette confusion que souligne Madame Bugeaud est tout à fait relative, et surtout, elle n'enlève absolument rien à ce que nous disons. Donc voilà pour la mise à plat et quelques contextes qui mènent à cette explication aujourd'hui, à cette vidéo. Donc nous allons commencer avec la fiducie, puisque Madame Bugeaud nous dit que l'acte de naissance ne peut pas être une fiducie. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. La fiducie, ou la fiducia, est l'un des plus vieux contrats romains, un contrat signé et un contrat donc express. Il a pour origine les campagnes de guerre que faisaient les soldats, et quand ils partaient, ils faisaient fructifier leur patrimoine qu'ils laissaient derrière eux. Ils faisaient fructifier leur patrimoine
pendant leur absence, par le biais d'une tierce personne qu'ils faisaient fructifier en leur nom ou au nom de leur famille. Ensuite, la fiducie, le droit nous dit qu'elle a été instituée dans le Code civil en 2007, à l'article 2011 à 2030 du Code civil donc. L'article 2011 à 2030 nous dit que la fiducie est un transfert de biens, de droits et de sûreté. Et petite précision, il peut être sous forme de contrat ou déterminé par la loi. Et c'est bien de cette deuxième partie auquel je fais référence quand je parle de fiducie pour l'acte de naissance. On parle de la fiducie innommée. C'est un grand tort de croire que la fiducie n'a pas existé avant 2007 puisqu'elle est, on la trouve dans de nombreux endroits dans notre droit national. Donc la fiducie innommée, qui a le même régime que la fiducie, mais qui n'a pas le même nom. Alors je rappelle le régime, c'est un ou des constituants qui transmet une partie de leurs droits, de leurs biens ou de leur sûreté à une tierce personne qui est un fiduciaire, qui a pour but de faire fructifier ce patrimoine pour un bénéficiaire. Et donc, si nous reprenons ce qu'est l'acte de naissance est la naissance de la personne physique ou aussi de la personnalité juridique, puisque la personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, il se trouve que c'est notre capacité à être titulaire de droits et d'obligations, si bien que c'est un transfert de droits. C'est ce qui me permet d'affirmer, et c'est là-dessus qu'on aimerait vous entendre, Madame Bugeaud, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ce n'est pas une fiducie, et surtout, si ce n'est pas une fiducie, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous confirme, et je vous affirme que la fiducie est un transfert de droit au minimum. Au minimum, on le verra pourquoi pour le deuxième sujet de cette vidéo. Néanmoins, cette fiducie innommée, elle se retrouve à d'autres endroits. Typiquement, la Constitution de notre pays elle-même est une fiducie innommée. C'est bien un transfert de droit, de biens et ou de sûreté. Un juge ou un procureur, pour pouvoir rendre la justice, a besoin de droits supérieurs, puisque nous sommes tous égaux, et donc il a besoin d'un transfert de droits. Et donc, il y a bien encore une fiducie innommée. Un document aussi assez connu dans le domaine de la fraude du non légal, c'est le Financing Statement, donc le 308.1 du Code de commerce uniforme par lequel la France est reliée par son numéro de Dun & Bradstreet, qui est le sirène international. Eh bien, là aussi, ce Financing Statement est une fiducie, non pas innommée cette fois-ci, mais une fiducie privée. En vous rappelant, Madame Bugeaud, que les gens de l'état civil, quand je leur ai donné l'explication, quand j'ai tenté d'expliquer le processus qui mène à la création de l'identité, eh bien, d'une, ils n'ont pas été surpris par mes affirmations, et de deux, ils ont confirmé l'aspect grosso ou commercial de la déclaration de naissance. Ce qui nous amène donc au nantissement de la personne physique liée à cette fiducie, puisque cette fiducie innommée peut être aussi un transfert de sûreté, de surcroît de sûreté future. Et oui, effectivement, le nantissement de la personne physique est selon moi le processus avec lequel l'État peut endetter un peuple en son nom en le rendant garant de la dette publique. Ainsi, à chaque naissance, nous sommes capables de déterminer, comme l'article 2018 nous le dit, de déterminer une sûreté future via les calculs d'assurance vie, les tables de mortalité actuarielles basées sur notre capacité énergétique à contracter et rembourser une dette tout au long de notre vie. Ainsi, même de grands financiers qui dernièrement ont fait de grandes révélations, notamment dans des commissions, tout ce qu'il y a plus officiel, nous dit qu'effectivement, beaucoup de pays vendent les titres que sont les actes de naissance. Et oui, les actes de naissance sont des titres financiarisables. Et là encore, au-delà des hommes de loi que j'ai pu rencontrer, beaucoup de financiers, beaucoup d'économistes savent que le peuple est dans le PIB et que la démographie, quand nous avons l'âge, le sexe et la nationalité des êtres humains, eh bien nous sommes capables de leur donner une valeur. Et c'est la démographie, c'est un facteur pour déterminer la capacité d'emprunt des États. Donc voilà, Madame Bugeaud, c'est
il me semble que c'est simple, que c'est concis, que c'est assez clair, et c'est plutôt là-dessus que nous vous attendions. Nous avons été assez déçus de votre article totalement idéologique, et vous n'êtes pas la première à prendre cette facilité à tomber dans les raccourcis, parce que bien d'autres, tout comme vous, ont essayé de débunker la fraude du non légal sans jamais nous attaquer sur ce que nous tentons d'expliquer. Et je reviendrai sur les raisons de ces explications plus tard. Donc, voilà Madame Bugeaud, pourquoi je peux affirmer que l'acte de naissance est une fiducie, et je vous rappelle que aussi bien les gens de l'état civil que des avocats en fonction, dont des ex-confrères à vous, tout comme des avocats à la retraite, avec qui ça a été plus facile de confirmer ces choses, n'ont pas démenti et ont même validé par idéologie. Donc vous voyez que l'idéologie est partout, pas que dans l'histoire de la fraude du nom, ont validé à la fois la fiducie, qui est un transfert de droits de biens ou de sûreté, et à la fois la capitalisation de l'être humain, puisque le nantissement de la personne physique, qui est un gage pour emprunter la dette publique et soumettre les peuples à une dette sans fond, a aussi été validé par des gens qui sont extrêmement calés dans le domaine, tout comme vous. Alors ensuite, on pourrait revenir sur la typographie tout capital, puisque c'est un élément clé de la fraude du nom, sur lesquels vous non plus, vous ne vous êtes pas attardé. Et pourtant, il y a de nombreuses sources, comme le Capitis Diminutio, Maxima, Media ou Minima, ou encore le Manuel de style de Chicago, 17e édition, page 666, où vous verrez que ce n'est pas juste du latin d'imprimerie, mais c'est bien une typographie qui a un but et qui a une signification. Dans le droit français, on voit bien que c'est une typographie réservée aux sociétés. Et il se trouve que d'un point de vue doctrinal, et là aussi les documents le disent très clairement, eh bien la personne physique est une entreprise individuelle de droit privé. Donc, cette typographie est loin d'être anodine, puisque en français, de l'Académie à l'Encyclopédie, eh bien, un être humain porte un nom propre. Un nom propre, c'est un prénom chrétien, avec une majuscule initiale et le reste en minuscule, suivi du nom patronymique, avec une majuscule initiale et le reste en minuscule. Je rappelle l'immuabilité du nom patronymique apparu en 1794, au lendemain de la Révolution, et là aussi on en reparlera un petit peu après, puisque vous avez été très peu nuancé quant à nos intentions concernant ce nom patronymique. Donc voilà déjà les 3 points relativement courts, relativement concis, qui va pouvoir être vérifiable par tous, de la fiducie, du nantissement de la personne physique, qui, je vous le rappelle, a été validé à la fois chez les gens qui travaillent à l'état civil, à la fois par des docteurs en droit, des anciens juristes internationaux qui ont facilement compris ce que nous disions, et bien sûr la typographie tout capital qui date de très longtemps, qui, je vous le rappelle, le droit romain, en tout cas la base de notre corpus juris civilis, est apparu en 532 avec Justinien Ier, qui a balayé tout le droit antérieur pour le remplacer par le droit romain. Donc voilà les 3 premiers points sur lesquels on aimerait tous vous entendre, et où nous avons été déçus, comme je le disais, de vous voir vous éparpiller sur de l'idéologie. Alors c'est vrai que vous vous en prenez aux idéologues de la fraude du nom, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais là encore, c'est vous qui nous accusez de jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'il me semble que c'est tout l'inverse, puisque je pense qu'une partie de votre article est liée à la conférence que j'ai faite. Alors revenons sur vos propos, qui est que, d'une, nous sommes les promoteurs du nouvel ordre mondial, que 2, nous nions notre nom patronymique et la nécessité de l'identification, et nous reparlerons un petit peu de l'Église, puisque j'ai vu que ce sujet vous avait légèrement offusqué. Alors revenons sur le processus d'identification, puisque vous nous dites que nous essayons de nous abstraire de l'État en refusant, en niant, en reniant notre nom patronymique, ce qui est en fait un raccourci, j'ai envie de dire au tractopelle, mais je dirais un raccourci intellectuel qui me semble avoir besoin d'être nuancé, puisque c'est pas du tout nos propos. Et évidemment, nous ne renions pas notre nom patronymique. Ce que nous renions, c'est le statut de la personne, et c'est aussi
cette identité, ce nom patronymique, non pas parce qu'il a une nécessité à apparaître, mais c'est parce que aujourd'hui, c'est par là que passe, c'est par la capacité à être titulaire de droits et de devoirs que passe alors l'application de nos obligations, qui, selon moi, sont totalement arbitraires face à un État totalement corrompu, et je parlerai là uniquement de la dette publique. Donc, nous n'aurions pas la nécessité de devoir pouvoir identifier les gens à qui on s'adresse. Effectivement, sur un territoire où il y a 66 millions d'êtres humains, si on ne peut pas être identifié ou identifiable, alors il n'y a pas de droit et il n'y a pas d'obligation non plus. Donc ce n'est pas cette partie que nous renions. Ensuite, nous ne renions pas non plus la personnalité juridique qui, elle, aussi a une nécessité à apparaître. Je vous rappelle, Madame Bugeaud, que ce n'est pas un argument que de dire que l'identité et la personnalité juridique ont une nécessaire à apparaître. Oui, et on ne le remet pas en cause, tout le monde le comprendra. Non, 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 c'est pas parce que quelque chose a une nécessité à apparaître et qu'il est toujours nécessaire actuellement qu'il n'a pas été dévoyé à d'autres choses, notamment la chose financière. Ensuite, vous nous parlez du fait que nous nions finalement les apports du christianisme dans nos sociétés actuelles, ce qui est, là encore, un raccourci quand même assez flagrant de votre part, puisque vous nous parlez aussi d'histoire. Eh bien, je vous rappelle que l'histoire a fait que les papes ont fait des grands trusts. Vous savez, le trust, c'est la fiducie anglo-saxonne dont vous m'aviez parlé, ou en tout cas vous avez signifié aux Gilets jaunes de façon maladroite. Eh bien oui, la fiducie anglo-saxonne, ça s'appelle un trust. Et c'est exactement le même régime, c'est un transfert de biens de droit et de sûreté. Et les papes, dans le plus célèbre Sesquiquivit de 1666, ont déclaré posséder toutes les âmes. Ce qui en fait la juridiction de l'air. Et je vous rappelle aussi que l'Église, malgré les lois de la décade, qui ont une empreinte certaine dans nos sociétés, l'Église a toujours été une puissance financière et juridictionnelle extrêmement grande. Tout encore aujourd'hui, avec les motu proprio qu'on a pu voir en 2013. Donc là encore, il me semble que c'est vous qui jetez le bébé avec l'eau du bain, en prenant l'exemple des Canadiens avec les Freemen and the Land et des États-Unis. Mais vous savez, nous sommes un pays francophone, nous sommes la France, et nous abordons les sujets peut-être d'une manière différente qui aurait mérité de votre part un peu plus de précaution, puisque vous nous dites que c'est une escroquerie, que c'est rocambolesque, que c'est une supercherie. Alors j'aimerais bien que vous puissiez nous démontrer que ce que je viens de vous dire est totalement rocambolesque et que ce soit une escroquerie. Je pense que vous maîtrisez mal la définition de ce mot, à moins que vous vouliez dire une escroquerie intellectuelle, et là encore, il aurait fallu pouvoir le démontrer. Donc, voilà Madame Bugeaud, on vous attend sur ces sujets, ils sont précis, ils sont courts, ça vous permet de faire une réponse normalement relativement simple et aisée pour une ex-avocate docteur en droit surdiplômée. Ainsi, on serait très heureux de vous entendre sur la fiducie, sur le nantissement de la personne physique, évidemment sur la typographie tout capital. Après, pour le processus d'identification, je pense que vous vous trompez puisque, en tout cas c'est mon avis, pour moi, il semble très pertinent aujourd'hui, quand nous sommes face à un État totalement corrompu, justement de parler de la naissance de cette capacité à être titulaire de droits, c'est vrai, les jolis droits qu'on nous fait miroiter depuis des années, mais surtout de toutes ces obligations. Donc je ne vois pas en quoi c'est dénué de sens que de parler de ce principe, de ce mécanisme. Sachez que, au-delà de l'idéologie, nous essayons juste de comprendre les mécanismes de notre asservissement et de comprendre d'où vient l'autorité, d'où vient le pouvoir, qui est souverain, et surtout comprendre les règles du jeu dans lesquelles nous vivons, puisqu'effectivement ce système est totalement corrompu et les obligations, surtout dans les moments actuels, les obligations aujourd'hui deviennent totalement arbitraires. Et donc, comme je le disais, ce n'est absolument pas dénué de sens de parler justement de cette personnalité juridique, de cette capacité à être titulaire de droits, c'est vrai, mais aussi des obligations d'un État corrompu. Sans parler des lois liberticides qui sont passées dernièrement,
mais juste pour vous parler de cette fameuse dette publique qui met à genoux les peuples à travers la planète et qui est totalement arbitraire elle aussi. Donc pour terminer, Madame Bugeaud, j'aimerais aussi comprendre plus peut-être personnellement quelle est la nature de votre opposition à notre discours, puisque je pensais que, naïvement certainement, que nous avions le même combat et que on essayait finalement de faire prendre conscience au peuple la réalité de ses pouvoirs et surtout la réalité de la corruption de nos États qui aujourd'hui sont tellement interconnectés qu'effectivement c'est une corruption généralisée au niveau quasiment mondial par le biais de la finance, de la mafia bancaire, enfin bref, tout ce que vous aussi vous dénoncez. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.